ça qu'on prend le temps de parler aujourd'hui. Exactement. Merci Fred. Je pense qu'il faut juste se remettre dans un bon mood et juste voir où on en est par rapport à ce qu'on implique dans la danse et à son échelle. Donc, en tout cas, moi je sais que c'est très bien ce que tu fais et si je peux soutenir, je le ferai. Thanks. Shukran, merci beaucoup. C'est ça. Autre question, intervention, merci beaucoup. Mr. Joe, yes. Ah, l'ancien. Ah, vous savez pas comme je suis ému. Hein. C'est moi qui me retrouve là, c'est lui qui me pose la question, c'est grave. Voilà. Prends place, l'ancien. J'ai bien un maximum pour le jeu. Juste, moi, j'ai envie de dire qu'il y a différents niveaux. Dans le sens où, voilà, il y a la question de comment les danseurs et ceux qui s'investissent dans la danse, dans la création d'écoles, la transmission de compétences, de savoir-faire, etc., c'est un champ. Et puis après, il y a les pop, la fête. La dernière que j'ai faite, tu étais présent. Oui. C'était à l'arrache à l'arrache. Il n'y avait pas de loge pour les danseurs. On a baissé les trainings dans la grande salle où tout le monde était là. Il n'y avait que des breakers. Ouais, ça va. Il y avait des breakers qui étaient venus d'Angleterre, des breakers qui étaient venus d'Allemagne, de Hollande. On s'est régalé. Il n'y a pas eu... bien sûr, il y avait une battle avec un gagnant, etc. Il y avait très peu de moyens. Il n'y avait pas de bouffe. Je ne sais pas si on a... Un peu, non, je crois qu'il y en a un peu. Ouais, un peu. Enfin, voilà, c'était pas le... C'était pas ouf. Alors j'avais téléphoné à Lutz et puis j'ai dit, écoute, il y a un contrat, est-ce que tu peux venir, tout ça. Et puis comme j'avais téléphoné à l'autre DJ qui venait de Lyon, je crois. Exact, ouais. J'ai téléphoné à Lutz et j'ai dit, non, est-ce que tu peux ne pas venir? Non, je n'ai pas fait ça. Non, il m'a dit, si tu viens, t'attends pas à grand-chose. Et il y aura 2 personnes, et voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça s'est passé comme ça. Et donc, j'ai juste envie de dire que par rapport à tout ce que tu as présenté, il y a cet aspect qui est hyper important. En même temps, moi, en 90, on mettait les cartons dans la rue, là. On mettait une petite box, on dansait, on se marrait. Moi, j'étais émerveillé, je ne sais pas, tu t'imagines l'âge que j'ai, le hip-hop, quoi. Moi, c'est Jacques Brel et Brassens, donc la musique me faisait chier, les paroles, c'était violent, non, je déconne. Et je suis tombé en amour de la musique, des danseurs, de cette énergie. On a eu la chance ici d'avoir les jeunes breakers qui sont passés sur la scène de NTM. Voilà, enfin, etc. Donc on a eu beaucoup de gens, on a eu un certain nombre de graffeurs. On a toujours eu cette histoire de garder les 5, essayer au maximum de garder tout le monde ensemble. Après, sur la difficulté que je trouve aussi aujourd'hui, c'est le fait qu'une espèce de multiplication de choses qui se produisent, t'en parlais tout à l'heure en termes d'agenda, mais c'est aussi, je dirais, en termes d'ego, c'est-à-dire les gens... Juste de vous dire ce que c'est. Non, que j'ai pas mal les fesses. Voilà. Donc, je m'intègre un peu, on va dire, petit à petit dans le tissu. Donc, si vous voulez, ça me fait... J'ai un point de vue à la fois intérieur et extérieur, en fait, à tout ce qui se passe, à toutes les interactions ici entre les différents acteurs. Et je tiens vraiment... Ce que vous avez souligné, c'était vraiment beaucoup aussi ce que j'ai remarqué, en tout cas dans le milieu, je tiens à préciser, dans un souci en fait de créer des ponts entre la Suisse et l'Afrique subsaharienne, donc le Cameroun, j'avais créé une association avec Yvan, qui est malheureusement pas là, je regrette. On avait créé une association en 2014 et puis durant toute l'année 2015, on a organisé... Moi j'ai oublié de le mettre derrière. Voilà, avec On est ensemble, le Crisant. Voilà. On a organisé pas mal d'événements pour pouvoir en fait récolter des fonds, communiquer sur sur la structure, pour pouvoir aller en fait avec des danseurs de Suisse au Cameroun. La volonté, c'était de mettre en contact les différents acteurs de ces deux pays
pour que chacun, en fait, ils puissent se parler ensemble des difficultés et puis de leur amour, en fait, du hip-hop. Et ça avait été extrêmement bénéfique. Ça avait été c'était vraiment chouette, mais ça m'a permis effectivement de passer de l'autre côté, de passer de la danseuse aussi à l'organisatrice. C'était dur. Donc, comment dire, et là, là, j'ai eu l'occasion effectivement de remarquer un peu toute la problématique autour de l'organisation d'événements. Premièrement, c'est cette question du financement. On a mis une année en fait à récolter des sous, à faire des dossiers, à faire à côté, j'étais en train de faire un master et puis à côté je travaillais. Et entre 2 heures de sommeil par nuit, il fallait essayer d'écrire quelque chose. Ça, c'était super dur. On a mis une année, fait le voyage pendant 3 semaines, une année supplémentaire pour le retour du voyage. Parce qu'il fallait revenir maintenant et refaire un peu, rendre un peu des comptes sur ce qu'on avait fait. Donc, on met une année, en fait, à faire un film qu'on a heureusement présenté sur place. Non, à la maison de quartier de Saint-Jean. Ah, okay. Voilà, c'est ça, avec une exposition, des tonnes de trucs comme ça. Et vraiment, ça avait été le premier point super difficile pour moi, le financement. Donc, on peut venir avec toute la meilleure idée, toute la bonne volonté du monde entier, c'est compliqué. Bon, on a eu de la chance parce qu'on sort de nulle part, on dit hey, « salut, on voudrait aller au Cameroun » et puis la ville de Genève nous file 10 000 balles. Ok, voilà, vous nous faites trop confiance. Mais c'était vraiment parce qu'il fallait donner des dossiers. J'ai harcelé Tony et l'intégralité en fait de pas mal de gens pour dire « regarde mon dossier, comment mon dossier ?» Mais parce que j'avais cette facilité-là en fait à aller vers les gens, pour leur demander des trucs, c'est même pas de la facilité, c'est même pas de l'humilité, c'était juste, j'étais têtue et j'ai voulu y aller en fait. Je pense que ça manque pas mal en fait ici, selon moi. Cette spontanéité vraiment pour se dire, ok, en fait je suis pas la meilleure danseuse au monde, vraiment, il y en a 3000 qui sont 3000 fois meilleures que moi ici, mais j'ai une espèce de foi un peu comme ça qui m'anime, qui me permet d'aller voir quelqu'un et lui dire, écoute ta danse me plaît bien, tiens câlin, voilà. Enfin, ce genre de truc, j'ai l'impression que ça manque pas mal. Just, on a beaucoup de câlins. L'affichage, merci. Ça, j'ai beaucoup l'impression que souvent, en fait, les acteurs, les danseurs, les acteurs et tout ça, ils oublient qu'on a cette danse, le hip-hop, qui se veut donc une danse qui rassemble, qui suscite des émotions et qui suscite beaucoup d'amour. On oublie cet amour-là. Et ça manque beaucoup. Moi, à mon avis, ça manque beaucoup aux gens de se regarder juste dans le blanc de l'œil et de dire « toi, je t'aime parce que tu danses tellement bien ». Je tente de regarder un peu mes notes. Mes notes, c'est même pas ça, c'est juste le tableau qu'ils ont fait que je trouve vraiment très, très, très intéressant. Je te le remets, justement. Lequel? Ouais, le bleu avec je crois les points. Ouais. Exactement. Donc il y a ce problème au niveau du financement. En même temps, pour faire ce financement, il parlait de la rentabilité des projets. Moi, je dirais même que les personnes qui travaillent dans les projets, parce que c'est bénévole. Tony, il ne vous dit juste pas que, si, il le dit d'une certaine manière, mais tout le temps qu'il fait à organiser des trucs, à faire des machins et tout, des dossiers et tout ce temps-là est absolument bénévole. Il va pas, je sais pas, il travaille, tu dis à l'aéroport de Genève entre, 6h et 18h, et tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu es crevé, tu veux te poser. Non, il faut encore écrire un dossier de droit derrière, il faut organiser X, Y, Z. Tu te couches, il est 4h du matin et tu repars au travail. Donc, ce temps bénévole-là, je veux réorganiser. Personnellement, j'ai la volonté de pouvoir réorganiser un autre voyage au Cameroun, mais c'est crevant, je vous jure. Et je n'ai pas, en fait, les moyens financiers, personnels, pour pouvoir, moi, me dire, ok, je sais que je peux avancer mes propres sous. Non. Est-ce que la maison de quartier me paye, hein? Voilà. Paye des factures sur le... Non, parce que je travaille ici, en fait. Mais c'est-à-dire, on n'a pas la tranquillité financière, on n'a pas la sécurité financière, on n'a pas ce garde-fou un peu qui dit « Ok, c'est bon, j'ai 10 000 balles dans mon compte qui tombe chaque mois, c'est bon, je peux un peu utiliser mon temps à faire autre chose. » On n'a pas cette sécurité financière-là. Moi, c'est ce que je voulais en fait dire. C'est les organisateurs eux-mêmes, c'est bien, c'est mignon, mais c'est où est la thune en fait? Qu'est-ce qui va nous rémunérer, nous, les organisateurs, pour ça? Tu vas prendre le... Oui, voilà. En fait, c'était pour rebondir un peu. Bon, prends ça. Oui.
pense par rapport à ça. Ouais, alors, je permets aussi de rebondir par rapport à mon statut qui est DJ, mais on va dire co-organisateur aussi, vu que voilà, je fais partie de l'association Positive Soul. Après, je dirais, il y a peut-être aussi on va dire, le côté conscience professionnelle, on peut dire ça comme ça. Voilà, on oublie souvent, voilà, le DJ il va chercher des sons, il va travailler un peu ce qui va peut-être passer au battle. Souvent, il va venir avant pour s'installer, faire des check sons. Souvent, ça m'arrive de faire des check sons pour le gars, le MC. J'ai eu des fois des gars qui voulaient faire des freestyles ou des morceaux de hip-hop, des choses comme ça. Donc, essayer de faire un peu l'ingénieur du son. On fait toujours un peu plus. J'en suis très très loin. Ouais, on fait toujours un peu très loin. Je suis pas du tout ingé, mais voilà, et beaucoup de gens oublient. Effectivement, on se retrouve dans des situations où même au niveau technique, c'est compliqué à ce niveau-là. Voilà, après moi je le compte pas, je dis voilà, c'est peut-être la conscience professionnelle ou c'est la conscience d'avoir fait mon travail, mais effectivement beaucoup de gens ils pensent que voilà, le DJ il arrive, voilà, et en gros il met ses sons, il repart. En fait généralement on est les premiers arrivés, on est les derniers partis, hein. Personnellement et l'autre paramètre important à souligner, c'est que la musique, la majeure partie du temps, vous l'achetez. Donc je pense que l'organisation d'événements passe déjà par la rétribution qu'on doit au DJ, voilà, parce que sans musique on ne peut pas grossir. Même la création de son, pour ceux qui créent du son, dire c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est chercher le sample. On dit souvent le temps c'est de l'argent, c'est pas de l'argent, mais effectivement on ne peut pas le rattraper ce temps. C'est un investissement, on peut dire ça, c'est un investissement sur un travail, mais c'est difficile à dire voilà, j'apporte ça, mais les gens disent ouais, mais t'es qui entre guillemets, t'es qui pour dire voilà, c'est le paiement, c'est ça, et voilà. Merci, au revoir. Exactement. Alors, merci pour ta remarque par rapport au financement. Au fur et à mesure des années, ce que j'ai constaté et qui me semblait être plausible, c'est d'en fait trouver un système qui te permette de ne pas forcément toujours sortir de l'argent physique. C'est-à-dire un échange de bons procédés. Tu vois, j'ai essayé de trouver un bon exemple. On va pas aller très loin. Par exemple, une structure, tu vas solliciter pour les money prize. Tu vois. À défaut d'aller chercher toi l'argent avec les money prize, tu fais cet échange de bons procédés, tu leur laisses installer leur stand et puis eux ils te rétribuent une partie en donnant des lots pour les vainqueurs. Par exemple. Tu vois. Voilà. Et là après, par rapport à ça, si on veut voir ça de façon plus large, je pense que par exemple, dès le moment que tu vas organiser des voyages, je pense qu'il est important de s'adresser aux spécialistes du voyage, à savoir des agences de voyage, les entreprises qui gèrent les sociétés de transport, tu vois. Faire preuve de créativité, ça je ne remets pas en question, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Faire cette preuve. Après, si tu parles d'argent pur, tu as les subventions. Le crowdfunding, je pense que c'est quelque chose qui marche bien à l'heure actuelle. Et on l'a fait. Mais après, il y a aussi comment te vendre. Le problème, c'est que toi, tu viens dans une dimension purement artistique, culturelle et sociale, mais là, d'un coup, tu es obligé de mettre un pied dans le business pur et dur. Et c'est la question que je me pose, en fait. Voilà. La danse, est-ce qu'actuellement, on est resté dans ce purement artistique? Est-ce qu'il n'y a pas eu un déplacement à un moment vers quelque chose d'autre? Ça, je pense que c'est important de se poser la question et d'adapter en fait son... moi, je dirais que c'est propre à chaque personne qui s'investit. Là, il y a le championnat de Suisse de danse international. Là. À titre personnel, je ne suis jamais allé. Tu vois, je sais qu'il existe, mais eux, je ne suis pas sûr que nous, on existe. Et peut-être, ça se trouve, on est là depuis plus longtemps qu'eux. Mais c'est le truc phare. C'est le truc que tout le monde voit. Ça chiffre en dizaines de milliers de francs suisses. Mais après, je sais de sources sûres aussi que c'est un événement qui est un peu boiteux, dans lequel on est beaucoup dans le show-off, la fame, mais l'aspect culturel, il n'est pas forcément mis en avant. Donc je pense que c'est vraiment du fruit de chaque intervenant de se positionner, de dire ok, moi je suis dans la danse contemporaine, moi je suis dans le hip-hop de rue pur et dur, on danse sur le béton, nous on veut des spectacles, tu vois, il y a chacun. C'est-à-dire que du moment que les gens se sont positionnés, je trouve ça délicat de changer de fusil d'épaule, tout ça parce que c'est un peu le truc en vogue.
Non, c'est pas une question de changer le fusil, c'est de s'adapter en fait. Ouais, justement, garder sa ligne directrice de base, mais en s'adaptant aux choses d'aujourd'hui, tu vois. Comment dire? C'est clair que si maintenant on fait un battle, on ne pourra pas te remettre les mêmes vieux James Brown. On est obligé de s'adapter, les DJ sont obligés de s'adapter aux nouveaux sons que les b-boys sur lesquels les b-boys dansent. Mais dès le moment qu'il y a le cypher et la jam, Ludo il est obligé de remettre un James. Tu vois, voilà, c'est un titre d'exemple. Question? Attends, on va les laisser d'abord. Il y a Pascal. Non, non, vas-y, profite. On repasse à Fada. Vas-y, on tame, on est open bar ce soir. Attends, tu me dis. Alors, donne-lui déjà le micro, là. Non, donne-lui déjà. On a un micro. Non, donne-lui. C'est bon, on a. Non, donne-le à Pascal d'abord. Pascal, il veut intervenir après. C'est lui qui m'a dit. Ok. Attends, il y a rien qui veut finir quand même. Oh, merci, Leïla. Voilà, Vas-y, comme ça, c'est vite fait. Enfin, voilà, je parlais de ce financement. Je pense qu'il faut réfléchir à la question. Voilà, c'est une porte ouverte. Alors, regardez ce qui dernière éventualité, c'est qu'il y ait une demande de financement qui soit faite conjointement entre tous les acteurs du milieu. Et que chacun puisse déterminer, ok, faisons en sorte que tout le monde réussisse à avoir ces 5 000 francs. Imaginons qu'on ait 10 structures à vouloir faire un événement en 2021, pardon. Si on se met tous ensemble avant et puis que chacun définit à peu près son budget prévisionnel, qu'on fasse une demande globale au nom de toutes ces associations et que l'argent soit réparti de façon équitable entre tous. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est aussi le pouvoir du nombre qui peut jouer. Malheureusement, il y a une dimension très de quantification. C'est-à-dire que des gens vont mettre de l'argent soit pour récupérer l'argent qu'ils ont mis, soit pour être vus par le plus grand nombre. Tu vois? Et à partir de là, c'est à nous aussi d'articuler, leur dire ouais, mais écoutez, soutenez-nous parce que je vous garantis que notre événement, il va ramener du monde pour de vrai. Mais parce que toi, tu as déjà fait le boulot en amont. Si tu pars en disant c'est ton premier événement, on va ramener 3000 personnes. Le gars, il va regarder ton dossier, il va se dire tu vois, c'est délicat. Là, ça me fait directement passer à la question de la communication. Et là, je m'appuie beaucoup sur le forum Bérin, que je trouve toujours un peu... Je suis déjà allée plusieurs fois voir des spectacles là-bas et je trouve toujours extrêmement exceptionnel le public qui s'y ramène. Les salles sont bondées. Mais quand je vous dis bondé, c'est plein, il y a des numéros, si tu n'as pas réservé un mois à l'avance, tu n'entres pas. Et moi, je me suis toujours posé la question de savoir, mais comment ils font pour amener ce monde à des événements hip-hop, en fait. Voilà, c'est toujours pour les trucs hip-hop. Comment ils font pour amener ce monde? J'ai essayé de gamberger, de voir. Après, je vois la qualité des autres événements qui sont organisés. C'est toujours à peu près la même chose, c'est toujours un peu... Mais je ne comprends pas comment est-ce que ce public ne se ramène pas à ces événements. Moi, j'ai mes hypothèses. Il y a ce truc au niveau de la communication où je pense que j'ai l'impression que c'est beaucoup appuyé sur les réseaux sociaux aussi. Et du coup, dans les réseaux sociaux, on passe le temps à s'adresser à des gens, enfin à prêcher dans le désert, à s'adresser à des gens qui sont déjà au courant. Donc, voilà, on a une affiche et puis pour un événement et puis ça tourne un peu comme ça, dans un petit cercle fermé et on ne voit pas en fait qu'il y a d'autres personnes autour. Mais pour pouvoir avoir accès quand même aux affiches qu'on peut mettre à l'extérieur, ça coûte une blinde, à nouveau. Voilà. Alors justement... Attends, je suis dit directement. Ouais. Voilà, exact. Vas-y, Fred. Alors, moi, c'est juste des idées. Je reprends à la com. C'est juste une idée. Je vais vous raconter une idée. Je vois que là, en fait, le principal projet serait de faire un pont entre les acteurs. Donc, je pense à toi, je pense à ceux qui ont des écoles, ceux qui veulent être actifs dans les backstage. Moi, je suis d'une génération où en fait tu mets un seul en parquet flottant, le top du top, un DJ et des danseurs, un speaker, on est bon. Ça c'est cocktail molotov, on est bien. Maintenant le problème c'est que je suis d'une ancienne génération, je m'en rends compte, malheureusement. Bien heureusement, je sais pas. Et moi ce qui me pose une question, c'est que la nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils veulent?
Et c'est là en fait qu'on rentre dans le business, on rentre dans une autre dimension, parce que moi j'ai une façon de penser, c'est pour ça que je savais que Pascal allait je pense que en fait moi j'ai une manière de penser qui fait que, et moi je suis plus dans la qualité, parce que moi je cherchais à l'époque, il y avait un événement à Grenoble qui s'appelle le Total Session, c'était l'équivalent du Freestyle Session. Exact. On l'attendait, on était là, on disait le Total Session. Moi j'y allais en stop, hein. Et voilà. Et du coup maintenant je vois qu'il y a beaucoup de quantité, mais il y a moins de qualité. Et ça rebondit sur ce que tu dis, en fait, on ne sait pas trop, et les financements. On voit l'exemple, moi j'ai vu l'exemple là il n'y a pas longtemps sur le Juste Debout. C'est qu'un seul événement qui vient chaque année sur Genève. On s'attend à être serré comme des sardines. Et ben non. Moi je suis arrivé, j'ai flotté dans l'air. Bon, c'était cool, hein, j'ai vu Carla, elle a mis le feu, ce que tu veux, hein, c'était bien. Mais un événement attendu, il n'y a personne. Alors, ils sont les danseurs suisses, ils sont les danseurs de France voisine, ils sont. Parce que c'est un événement dingue, c'est Juste Debout. Pour moi, Juste Debout, c'est Freestyle Session. Et du coup, je me pose la question. Pour moi, ok, j'attends un événement par an, ou deux, ou quelques-uns. Mais je vois qu'il y a beaucoup de quantité. Alors oui, tu prêches dans le désert parce qu'il y a de la quantité. Alors, à savoir, les jeunes, ils veulent quoi? C'est ça, en fait, moi, la question que... Pascal. Avec Pascal. Pascal, direct. Le vieux dans un corps de jeune. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Pascal. Je suis moniteur à la page dans la Underground. Je fais partie de l'association From the Group. Du coup, voilà. Merci beaucoup, Tony. Je vais essayer de répondre à ta question, en fait, et je vais rebondir aussi sur un point, en fait, sur plusieurs points, en fait, problématiques. Par rapport aux jeunes, en tout cas, moi, ce que je constate vis-à-vis de la Suisse, et je fais aussi un pont et une passerelle par rapport à la France, parce que de base, j'ai été éduqué, formé en fait à Paris, dans une maison de quartier. Et après, effectivement, je suis aussi issu d'école de danse, en fait, qui est de Genève, donc du coup, du centre école. Par rapport en fait à la nouvelle génération, moi ce que je constate, c'est on a une énorme demande en fait de jeunes danseurs qui veulent se professionnaliser. Donc du coup en fait, en France notamment, il commence à y avoir un débat en fait par rapport en fait au diplôme, ouais, exactement, de danse hip-hop. Et je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi? Puisque maintenant en fait beaucoup de nos danseurs hip-hop font des passerelles contemporaines pour pratiquer en fait, pour pouvoir en fait se professionnaliser et avoir du travail en fait dans ces domaines-là. Donc du coup, moi c'est plus une question par rapport à ça, comment on fait par rapport voilà, aux institutions en fait. Alors la différence entre nous et la France, c'est qu'il y a le statut d'intermittent du spectacle. Et je crois que c'est là où le bas blesse pour nous. Parce que moi demain, je ne peux pas aller à la caisse AVS et me déclarer en tant que MC, host, animateur d'événements. Tu vois? Alors que j'en ai 185 sur le CV, mais les gens ils vont être là, tu fais quoi? Est-ce que c'est quoi? C'est une profession? Tandis que danseur, interprète, chorégraphe, ça maintenant ce sont des professions qui sont reconnues, qui font qu'en France, le statut d'intermittent du spectacle est là. Et qui fait que par définition, avec tout le bagage culturel que la France a, il y a un réel marché pour l'artistique. Tu vois, ça ne veut pas dire que les gars ils sont tous bien, mais au moins il est là. Après c'est vrai que l'histoire du diplôme, c'est arrivé par la France, mais parce que la France, je pense que si est dans un autre contexte que le nôtre. Maintenant je pense que les statuts qu'on a, on peut les garder, mais on peut se professionnaliser sur la façon d'organiser nos jams, la façon de se présenter en tant que danseur, faire des CV cohérents, faire des fiches explicatives, nous, nos backgrounds individuellement, faire des vidéos concrètes, des photos, avoir son portfolio en fait, avoir son propre CV de danseur. Je pense que déjà ici, c'est déjà pas mal. Après de là, développer un statut d'intermittent du spectacle en Suisse, franchement, je ne sais pas si ça verra le jour. Je sais qu'en France, ça a mis beaucoup de temps. Je sais que l'histoire du diplôme, elle est encore un peu... voilà, tu vois, c'est très... c'est flottant comme ça, on ne sait pas trop eux-mêmes dans quelle direction ils vont, mais je pense que la question chez eux s'est posée beaucoup plus tôt,
Parce que je pense qu'ils ont un long background derrière eux de danse durant toutes ces années. Entre la compagnie Cafig, qui ont 4 spectacles à l'année, qui tournent toute l'année, sans compter tous les crews qui sont là pour les battles, ou pour les jams, ou pour faire des shows. Je pense que nous, déjà, à notre stade, on doit maintenir la flamme, à titre individuel, tous un petit peu avoir plusieurs casquettes, être capable de se dire, ben voilà, à un moment donné, on ne va pas forcément toujours attendre sur les autres pour organiser notre propre event. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, combien j'ai d'argent, où est-ce que je peux avoir le reste, quelle est mon équipe, quelles sont les forces et les lacunes de ma propre équipe. Il ne faut pas se leurrer, on n'est pas capable de tout pouvoir faire. Et à partir de là, je pense que chacun à notre niveau, bah ok, bah ouais, Nora, elle organise des events, elle est danseuse, Pascal, il donne des cours, mais il est aussi orgueil, il est danseur, il fait des gros battles à l'étranger, Samuel, il commence à mixer, et ainsi de suite, vous voyez. Je pense que on doit commencer par... Je pense qu'il est important déjà pour nous de nous faire connaître et nous faire reconnaître pour ce qu'on sait faire, déjà. Après, la professionnalisation partirait aussi un petit peu de comment on s'oriente. Moi, à titre d'organisateur, je suis à mi-chemin entre devenir indépendant ou garder le statut associatif. Sachant que dans les deux cas, il y a des contraintes, mais que le statut associatif, j'arrive un petit peu aussi au bout. Vous savez, l'Undertown, c'est nous, c'est notre lieu phare. Malheureusement, pour des questions de budget, ben, c'est ce qui a créé le couac. Moi, je ne peux pas considérer qu'un photographe, un caméraman qui vient pendant 3, 4, 5 heures, 6 heures de son temps, alors qu'il est père de famille, qu'il a un appareil qui vaut 1500 balles et qui vient pour 200 et quelques francs, qui fait des photos magnifiques, et puis que les 200 francs sont source de problèmes, alors que les mêmes structures viennent demander des photos pour leur assemblée ou pour leur dossier de presse au Kej. Là, il y a un couac, alors que c'était quelque chose qui était déjà prévu en amont. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Donc je pense que nous professionnaliser, c'est reconnaître le travail de chacun, constituer des structures solides qui font qu'on parle comme une seule entité. Si demain, il y a quelqu'un qui a besoin de danseurs pour un show dans son école, ben, il faut qu'il aille sur un site internet, il y aura les têtes de tout le monde, et puis lui, il fait son choix. On s'organise, savoir les tarifs, à combien on est. Parce que le truc, c'est ça aussi. C'est que si maintenant, moi, je propose un cours de danse à 60 francs de l'heure, j'ai 15 ans de danse dans les pattes, puis il y en a un, il arrive derrière, il a 3 ans de danse dans les pattes et il propose 80 francs de l'heure. J'espère que lui, au moins, ces 3 ans de danse lui permettront d'amener le savoir nécessaire à cette personne qui va payer 80 francs. Il y a cet aspect-là aussi de cohérence qu'on doit avoir entre nous. Quand tu vas dans une Migros, les prix sont les mêmes partout. Sauf qu'il y en a, mais ils jouent là-dessus. Non, mais tu auras peut-être l'autre phénomène. C'est-à-dire que toi, tu vas dire c'est 80 balles de l'heure, et puis... Alors moi, je pars sur... L'autre, il va dire, attends, je vais essayer de trouver moins cher ailleurs. Moi, je parle d'échelle. Je pense qu'il faut partir sur une base simple, 30 ou 40 francs de l'heure pour un danseur qui a minimum 5 ans d'expérience. Et en fonction de quoi, tous les 2-3 ans, ben, on rajoute 10 francs. Le gars qui a passé 10 ans d'expérience, 15 ans, le gars qui pratique plusieurs styles de danse, et ainsi de suite. Ou le gars qui vraiment est dans le cœur du game, là, à l'heure actuelle, c'est le danseur qui gagne tous les concours. Maintenant, il a décidé de vivre de ça. Si moi, il me demande 400 €, je ne vais pas dire non. Je vous donne un exemple simple. UK est un danseur d'Allemagne. Il a gagné le Juste Debout à plusieurs reprises avec ses partenaires de son crew en Allemagne. Je l'avais appelé pour un workshop et pour faire jury. Je crois qu'il m'avait demandé 600 € juste pour le workshop. 600 €. Je me dis, ça veut dire que je dois avoir un minimum de 30 ou 40 personnes à 20 francs l'heure de workshop. Et dans ça, je dois compter son déplacement, le loger, le nourrir. Et moi, à titre personnel, je l'apprécie. Hein. Je ne peux pas dénigrer le prix qu'il m'a donné, mais je dois faire face à ma propre réalité et me dire non, c'est pas dans mes cordes pour l'instant. Donc je remets ça plus tard. Pascal. Ouais, vas-y, Fabien. Après, vous avez parlé d'un truc aussi qui est hyper intéressant. C'est la position en fait que, en tant qu'organisation ou en tant qu'institution, est-ce que justement en fait la plus un parti pris pour le social ou pour le business? Et là en fait, on commence clairement en fait à voir en fait les deux entités, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en termes d'événements ou autres. Et en vrai,
Quand tu parlais de rentabilité par rapport à tout ça, c'est effectivement, tu vois, on aime beaucoup aussi faire les choses pour la culture et justement pour soutenir et parce qu'on aime ça. Et après, derrière aussi, tu te rends compte en fait qu'il y a quand même une certaine réalité par rapport clairement. Et je ne vais pas te mentir que s'il y a eu moins d'événements positifs sur ces dernières années, c'est justement à cause de ça. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte que les raisons pour lesquelles, principalement, on organisait ces événements ne sont plus forcément les raisons pour lesquelles les gens vont dans ces mêmes événements. Donc nous, on est un peu à la frontière, à la croisée des chemins. On ne va pas faire du business pour faire du business. Il y a des business qui sont bien plus rentables que la danse. Donc, parler de business dans la danse, c'est un petit peu... Ça s'adresse aux quelques pontes du milieu qu'on connaît, qui sont là depuis X temps. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'eux, maintenant, ils sont dans le business, mais que leurs premiers événements étaient aussi dans des salles de gym, avec une vieille sono un peu ghetto, et puis des mecs qui venaient pour la vibes. Tout dépend de la trajectoire de chacun. Si maintenant, moi, je peux allier les deux, je serais le gars le plus heureux du monde. Tu sais, mon rêve, c'est de faire un événement gratuit où je peux rémunérer tout le monde. C'est mon rêve ultime. Et je compte bien y arriver un jour. Que je le fasse avec mon propre argent ou que je développe justement ce système de partenariat, mécénat, fonds privés, fonds publics. Mais m'adresser à des gens qui reconnaissent ce qu'on fait. Parce que, par exemple, d'une année à une autre, on a fait l'événement en 2006, en 2007. On est passé de 2000 à 22 000. Mais de 2007 à 2008, on a fait une année d'événement avec ces 22 000 francs. On a fait le concert de Nubi, du groupe futuristique. On a organisé des jams à l'Artamis à l'époque. On a eu le temps de faire plein de choses avec. Et dès le moment qu'on a dû refaire des demandes de subventions, c'est là où les problèmes ont commencé. Parce qu'en fait, c'est là où je me suis rendu compte de la réalité de la non-récurrence des demandes de subventions. Et là, j'ai dit, en fait, c'est pas acquis. Parce que d'une année à une autre, l'année 2007, on a eu plein pot, la SIG nous a donné 4-5 000, le tri romande 3-4 000, service à la jeunesse 2 000, le 100 balles, non. Tout ça, waouh. Mais là, le problème, c'est qu'il y avait aussi un problème de gestion. À l'intérieur de mon équipe, on n'était pas d'accord. Moi, c'est 22 000 francs. Pour moi, je me suis dit, on va faire 5 événements. On en a pour 5 ans. Résultat des courses, on a tout dilapidé. On est reparti à zéro. Au moment de refaire des demandes de subvention, parce qu'on nous sortait l'argument, oui, t'es une association, t'es pas censé garder l'argent, il faut tout dépenser, blablabla. C'est pas vrai. L'argent, tu peux le garder dans la caisse, mais il faut justifier comment il circule. C'est différent. Donc même si demain vous avez des fonds privés, vous avez quelqu'un qui vous octroie une certaine somme et que vous demandez des demandes de subvention pour un événement dans les 4 prochains mois, même si vous n'avez pas dépensé tout l'argent, vous avez le droit de le garder, mais il faut justifier. Il faut tracer l'argent. Sinon, on pourrait considérer ça comme du blanchiment, etc. Et puis après, il faut demander des comptes. Mais du coup, en 2009, on a voulu refaire un événement PS, Positive Soul Battle. On voulait faire le numéro 3. Et là, nos 2 principaux bailleurs de fonds, qui représentaient la moitié de la somme de l'année passée, ils ont refusé. Donc on partait déjà à moins 10 000 sur un budget de 22. On a essayé les autres, ils ont refusé. On était à sec, on a laissé tomber. Et du coup, on n'a pas fait d'événement depuis entre 2009 et 2011. Avec la team de l'époque, il y avait des dissensions, mais dû aussi au fait qu'on avait des profils bien différents. C'est pas forcément que l'un ou l'autre avait plus tort ou plus raison, mais moi j'étais le danseur de l'équipe. Donc moi c'était la danse que je voulais défendre avant tout. Eux ils étaient DJ, ils avaient plus une fibre à vouloir organiser des soirées. Je les ai suivis dans leur dynamique, mais là aussi eux ils ont pris de plein fouet l'effervescence de tous ces pseudo-DJ entre guillemets qui viennent et puis qui mixent pour une bouteille de vodka. J'en ai entendu des histoires, hein. Il faut pas blaguer avec ça. C'est pour ça qu'un gars comme Ludovic, c'est mon grand frère Ludo. Il a la quarantaine, c'est mon grand, c'est pas mon associé, c'est mon grand frère. Et en tant, moi les DJ, je les respecte comme jamais. C'est eux qui donnent la vibe à la jam. Le host, il fait la partie de son travail. Mais si le DJ lui-même, il n'est pas investi, qu'il n'a pas conscience que c'est entre ses mains que la jam va se dérouler, parce que c'est lui qui va jouer la musique, là ça coince. Donc automatiquement, je pars du fait qu'on peut rester dans le social sans omettre ces quelques éléments business, entre guillemets,
pas business, mais au moins tenir ses engagements, payer les gens. Déjà, commencer par ça. Et après, je dirais que si on veut être dans le business pur, c'est assez risqué péril. Parce que je ne suis pas sûr, honnêtement, que ce soit un milieu qui soit vraiment viable, dans lequel tu peux générer des 100 000 balles par événement de chiffre d'affaires, bénéfice net 100 000 balles. Je ne suis pas sûr. Donc, je sais que par exemple, le SDK, le camp que j'ai fait en République tchèque, je sais que c'est via un millionnaire tchèque ou ukrainien, je crois. Il y a une story comme ça. Ça fonctionne presque toujours comme ça. On est d'accord. En Russie, pareil. Ou en fait, tout ce qui va être pays de l'Est. Ouais, c'est financé par des gros gars. Il ne faut pas oublier que, je vous prends un exemple, je fais une petite digression, mais Notre-Dame de Paris, il ne faut pas oublier que des gens, ils mettent de l'argent, mais c'est pour payer moins d'impôts à la fin de l'année. Donc c'est rare d'avoir des démarches non intéressées. La famille Arnaud, ils ont investi des millions pour rénover Notre-Dame, soi-disant, mais en contre-coup, ils vont récupérer des centaines de millions d'euros, parce qu'ils ont fait une œuvre de bienfaisance en donnant un peu d'argent. Donc, à nous de nous positionner. Je pense qu'on est plus là dans une dimension sociale et culturelle. Mais si on va avoir un DJ international, il demande un prix, il faut le payer. Après, on doit négocier aussi. C'est pas parce que le mec, je prends l'exemple de Eldro par exemple, il avait sollicité un des danseurs pour un workshop qui venait de gagner le Red Bull BC One, qui avait fait finaliste au Red Bull. Omar, non? Il y a un événement. Ouais, bof, on va pas citer son nom, mais. Il y avait un des juges, je lui ai demandé juste pour faire le juge, et puis donner un workshop, il m'a demandé 3500 $. Pour être jury à un concours. Sans compter le billet d'avion, sans compter la nourriture, sans compter l'hôtel. Alors que moi, il était payé pour être juge 250 €. L'organisateur était prêt à payer les 3500 $. Moi, c'est moi qui ai dit à l'organisateur, on refuse. Genève, on n'est pas des banques. De l'autre côté, il a un peu le droit, à mon avis. Après, de l'autre côté, son il tarif, peut payer 3500 $, moi, je paye 250 francs. Et puis certains dans l'organisateur touchent beaucoup, gagnent. Ouais. Et puis j'ai envie de dire qu'à hauteur de 3500 francs, là tu pourras amener plus de monde en fait. Donc, moi j'ai calculé par rapport au nombre d'entrées, c'est là où j'ai fait le calcul, j'ai fait c'est pas possible. C'est pas rentable. On rentre pas dans le budget. Et puis c'est là où j'ai contacté un autre danseur qui a fait un tarif magnifique, qui a, pour l'organisateur qui était cool. Tout le monde, même pour lui, ça a été parfait. C'est-à-dire que. Oui, en fait. Non, juste pour finir ce que disait le droit, en fait, c'était. Il faut pas faire. À mon sens, il ne faut pas faire de la sous-enchère, mais il ne faut pas répondre du tac au tac à la spéculation. Parce que là, lui, dans ce cas précis qu'on évoque, le mec, il avait le vent en poupe. Il est la Suisse, ils vont me sortir un gros chèque. Alors que nous, on est vraiment des gens du peuple et qu'on voulait le solliciter pour ses qualités de danseur. Pas parce qu'on ramenait un nom. Mais maintenant, il y en a, ils sont beaucoup dans cette démarche-là. Donc, je pense que c'est important aussi, en tant qu'organisateur, de s'associer à des gens avec qui on a quand même un peu la même fibre. Je ne suis pas sûr que moi, je vais inviter les Twins pour faire jury dans un de mes battles. Pas parce que j'ai ma vision de leur danse, non, mais parce que je sais qu'ils ne répondent pas forcément à la dimension que moi, je vais amener dans mes événements. Je préfère amener quelqu'un comme Batala, par exemple, qui me semble être un danseur qui vraiment fait parler de lui à son échelle, mais j'ai eu l'occasion de faire des workshops avec lui. On sent qu'il aime ça et qu'il a envie de donner aux gens. Et je pense que c'est ça aussi, d'avoir des gens généreux dans les événements. Au-delà du fait qu'on les paye, qu'on leur paye l'hôtel, mais avoir des gens qui sont là, qui sont contents d'être là, qui ne rechignent pas, qui ne font pas des chichis pour la nourriture, pas des jurys qui ont des coups de pression qui se mettent à frapper les organisateurs et j'en passe. Donc voilà, mais je pense que business, fais du business avec la danse à condition que tu saches ce que ça implique de faire du business tout court. La danse peut être rentable, mais à quel niveau, à combien, avec qui il faut s'associer.
Moi, j'ai arrêté de bosser avec Red Bull, pas parce qu'ils font BC One, mais parce qu'à titre personnel, je suis tombé malade à cause du Red Bull. Je n'étais pas un consommateur de Red Bull particulier. Non, c'est vrai. Non, pour vous dire la vérité, en 2007, on a organisé le Battle PS numéro 2 et Red Bull nous avait sponsorisé à hauteur de 10 000 francs suisses en termes de matériel. Donc ils nous ont fourni 24 cartons de 24 canettes de Red Bull, de tous les goûts. Ils nous ont fourni des frigos, les bars, la sono, les platines, table de mix, tout, le stage, ils nous ont tout donné. Et si vous voulez, en fait, dans le feu de l'organisation, j'ai mangé un petit déjeuner. Et puis en animant l'événement, la traîtrise de ces boissons hyper fraîches, sur le moment, tu animes l'événement, tu as chaud, faites du bruit, hop, un Red Bull, cloc, cloc. J'ai bu one shot, et arrivé au 6e, j'ai eu une montée, j'ai eu un pic, mon cœur il est parti à 190 pulsations minutes, j'avais le micro dans la main, j'ai failli vomir devant tout le monde. Non mais c'est vrai, hein, je vous dis la vraie vérité. J'étais à 2 doigts, j'étais comme ça, j'ai senti ça fait pouf. J'ai dit excusez-moi, je vais aller aux toilettes. J'ai couru et je ne vais pas vous mentir qu'après avoir éjecté ces 7 Red Bull, j'étais comme neuf. J'étais comme neuf. J'ai dit mais comment ça se fait que durant les 5 heures d'affilée que j'étais là à organiser l'événement, j'avais cette substance dans mon corps que mon corps n'arrivait pas à absorber. Et à partir du moment où j'ai vomi, je me suis dit, mais si j'avais bu de l'eau, impossible que je vomisse toute cette eau-là. Et c'est là que j'ai compris la nocivité de ce produit. Mais je ne vais pas aller blâmer les gens de boire leur Red Bull ou de boire leur canette M-Budget. Ça les regarde. Mais moi, à titre personnel, je ne veux pas les solliciter parce que je veux préserver la santé des gens qui viennent à la maison. Vas-y. C'est tout. Vas-y. Oui, viens. Je reste là parce que j'ai pas fini. Non, rentre. Ouais, c'est mieux. Une petite idée, après, peut-être une fois, on pourra aider à mettre les chaises en rond, et comme ça, il n'y a pas ce truc de se retourner. C'est la première. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de trac. T'inquiète pas. On y pensera. On vous écoute. Tu veux commencer toi? Vas-y, moi je complète. Bonsoir, alors nous c'est Laura et Anne-Sophie, on a 25 ans maintenant, bientôt en fait. On a commencé la danse très jeune, vers l'âge de 12-13 ans, et à 17 ans on a voulu organiser un événement gratuit en fait, sans aucune connaissance de l'événementiel, avec aussi très peu de contacts, et donc ça c'était un peu un challenge que c'était donné à soi-même. Et je pense que ça a été un réel apprentissage pour nous, et donc avant de vous parler de ce qu'on en a retenu et quelles sont par exemple les réponses qu'on pourrait apporter aux problématiques qui ont été données, je vais juste faire un peu un topo sur l'événement pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc l'événement, c'est un événement gratuit qui a amené à peu près 500 personnes. Il y avait à peu près 80 à 90 artistes. On a représenté 14 styles de danse différentes en mettant le hip-hop au centre. Mais on a amené d'autres danses beaucoup plus institutionnalisées pour montrer que le hip-hop avait aussi sa place en tant que danse et pas juste en tant que mouvement. Et on a fait ça avec la collaboration en fait de la maison de quartier de Chênebourg et donc toute la commune de Chênebourg. Par exemple, on nous a donné la salle gratuitement, on a pu tenir les workshops le matin, on a eu je crois 10 ou 12 workshops le matin, totalement gratuits. Après on a eu des battles l'après-midi et le soir une scène libre, donc les gens pouvaient aussi monter sur scène, donc on a aussi prévu un espace. Et en fait on a contacté l'association Positive Soul, mais tout particulièrement Tony, pour devenir MC, et en fait au fil du temps c'est un peu devenu notre mentor, et c'est sur ça en fait que j'ai envie de discuter ce soir. Donc pour moi en fait on parle beaucoup de ce problème en fait de financement que j'admets aussi, mais je pense que le financement c'est un problème parce qu'en fait il y a des problèmes structurels dont je vais venir. Donc pour moi en fait pour améliorer le financement il faut des synergies
Et donc je vais venir sur plusieurs points. Premièrement, l'échange intergénérationnel, c'est pour moi l'élément clé. Quand je me rappelle de l'événement qu'on avait organisé, on avait très peu de connaissances et nous, on est allé vraiment vers des personnes qui étaient capables et avec de vraies compétences qui sont venues nous aider. Typiquement, la maison de quartier de Chênebourg, ils ont l'habitude d'organiser des événements. Ils ont géré le catering, ils ont géré plusieurs choses. Donc, on avait une sono grâce à eux, plein de choses. Commune aussi. Voilà. Et donc, par exemple, Tony aussi, vu qu'il avait fait beaucoup d'événements, c'était pas seulement notre MC, il a pu aussi nous guider sur des décisions à prendre. Et donc ça, je pense que c'est important que quand on vient en fait en tant que novice et qu'on veut en fait s'engager, on essaye de prendre contact avec les personnes qui ont déjà cette expérience pour juste pas refaire les mêmes erreurs et en fait gagner du temps. Parce qu'au final, je pense qu'il y a un problème de transfert de savoir à ce niveau-là, parce que si on transmet le savoir, on va être beaucoup plus expéditif, beaucoup plus effectif, et donc on va créer des synergies. Donc ça, c'est vraiment un point que j'aimerais souligner, donc l'échange intergénérationnel. Après, un deuxième point que je trouve un peu dommage, c'est l'ouverture de cette culture à autrui. Je trouve que cette culture est trop renfermée. On a trop tendance à vouloir que ce soit des danseurs qui organisent les événements et on perd en fait cet aspect de compétence, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont rien à voir avec le milieu peuvent aussi amener quelque chose parce qu'elles ont une compétence particulière dans un domaine et elles sont d'accord de s'engager. Donc je pense que si on ouvre en fait notre culture à d'autres personnes qui sont étrangères à celle-ci, on va vraiment permettre un échange aussi de compétences et on va vraiment amener de la complémentarité dans le mouvement. Un instant. Un autre point que j'aimerais aussi souligner, c'est le fait que pour améliorer l'échange intergénérationnel, je pense que avoir une association où en fait, par exemple, on a des membres qui sont le board, donc le comité directionnel, je ne sais pas trop comment dire ça, mais après avoir des jeunes, et à partir d'un certain moment, les jeunes deviennent en fait le board, ça créerait en fait ce sorte de cercle. Passage du témoin. Ouais, voilà, chaque année ou à chaque période, il y a un changement de board qui se fait et il y a de nouvelles personnes. Ouais, parce que ça va vraiment créer aussi. Je pense aussi. Une transmission de savoir. Et ça, c'est ce qui se fait beaucoup, par exemple, dans les associations d'élèves dans les universités. Sachant que les personnes restent 3 ans à l'université ou 5. Il y a souvent des changements et des rotations. Et on a en général une base de données qui fait que les choses ne sont pas perdues. Par exemple, si la personne elle a déjà créé par exemple un dossier pour une demande de subvention, la personne peut regarder ce qui a été fait l'année précédente et reprendre. Et donc c'est vraiment cette transmission de savoir qui manque et je pense que l'idée de rotation, ça pourrait être une des réponses. Alors, je te coupe 2 secondes. C'est une très très bonne idée, mais par expérience, ça peut marcher pour des personnes qui sont purement dans la structure de créer des événements ou ce que tu veux, mais en termes de danse, c'est un peu compliqué. Les vrais passionnés, t'en as pas beaucoup ici dans cette salle. Et je te dis honnêtement, et la passion, ça se soumet pas forcément par connaissance. Moi, je l'ai fait à maintes reprises, je pense que tous les anciens l'ont fait. On a voulu transmettre cette passion, mais et il y en a eu des talentueux. Mais quand tu vois un gamin qui fait Thomas Coupole pour un des 200, tu peux bien sûr qu'il serait fait. En fait, je vais faire le cercle. Les vrais passionnés, les vrais passionnés, tu peux pas les créer en fait, c'est compliqué en fait. Mais surtout, c'était juste ça en fait, je voulais mettre en avant. Mais sur ton point de transmettre le témoin, ça c'est une très bonne idée, mais créer des passionnés, c'est... Non, je suis d'accord avec toi, je pense que si j'avais arrivé sur ce point en fait à la fin, mais si je peux aussi. Mais je vais continuer. Mais justement, je pense que ça aussi, ça aura un gros impact en fait sur l'aspect financier, parce que créer en fait des synergies à l'interne et créer cette épargne en fait au niveau des énergies, de pas de nouveau du réseau, voilà. des partenaires potentiels. Ça va créer en fait de la crédibilité et ça va contribuer à l'aspect financier
de souche en fait, parce qu'on va vraiment créer quelque chose qui aura une solidité et des fonds et des fondaments, ou je sais pas comment dire, des bases solides. Maintenant pour ton point, il y a un truc qu'on avait aussi remarqué, c'est le manque de contribution. Il y a un aspect très consommateur de la danse où les personnes veulent consommer et veulent avoir un certain standard d'événement, mais ne contribuent pas à ceci. Donc ça devient très difficile pour nous, parce qu'au final, on est des petites structures. Et je me rappelle que, par exemple, pour nous, pour notre événement, on avait 40 bénévoles. C'est-à-dire que nous, on a choisi d'avoir autant de bénévoles. Comme ça, on demandait aux personnes, par exemple, de travailler 2 heures pour notre événement et pas toute une journée de 12 heures, ce qui est vraiment beaucoup demandé. Donc parfois, fractionner les tâches, ça aide beaucoup. Après, dans la mesure du possible, à ce que les personnes puissent aussi s'engager sans qu'elles se sentent trop utilisées. Mais après, il faut vraiment aussi trouver un moyen que les personnes ne tombent pas dans le consumérisme et s'engagent aussi. Et un instant. Et le dernier point, je pense que la scène en Suisse romande est un peu particulière, sachant que déjà dans le pays où on se trouve, il y a 4 langues. Ça rend pas les choses faciles. Nous, on est influencés par la France, parce qu'on parle français, avec les médias, avec la danse et tout ça. Donc il faudrait aussi créer une sorte de façon de créer aussi de la synergie dans la Suisse. Donc voir aussi avec les acteurs suisse-allemands et italophones ce qui pourrait se faire, parce qu'il y a aussi des gens qui cherchent ça. D'où cette base de données, cette plateforme média en fait. Et une dernière idée que j'ai un peu, ce serait regarder vraiment avec des gens qui sont capables de le faire, le réel retour sur investissement, sur événement. Je pense que aussi c'est important de rémunérer tout le monde, mais c'est aussi important de réussir à se faire de l'argent, comme de faire un profit. Et ce profit peut être utilisé comme investissement et peut-être créer un fonds d'investissement pour après avoir en fait une certaine base. Comme tu as dit, toi tu es tombé dans le moment où vous ne saviez pas que vous pouviez avoir de l'argent sur le compte parce que vous ne connaissez pas l'associatif. Donc vraiment regarder à des personnes extérieures. Je suis sûre qu'à Genève, il y a des personnes qui sont d'accord d'aider les associations à ce niveau-là. Et donc ça demande des compétences, mais il faut aussi le chercher. Ouais, et puis il faut, pour te compléter ce que tu dis, il faut aussi que ce soit donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très pragmatique. Je n'attends pas forcément sur les gens pour faire. Si j'ai pas l'argent, ben, je le fais moi-même. Il faut savoir que tous les derniers montages vidéo, toutes les dernières campagnes de promotion des événements PS, c'est moi qui les ai entièrement fait sur Final Cut. Je ne suis pas monteur vidéo à la base, mais je suis devenu à mes dépens. Mais c'est parce qu'il faut avoir conscience des réseaux sociaux, de ces nouvelles technologies. Donc nous, on doit adapter notre com à ça aussi. Mais ça demande du temps. Et puis c'est vrai que bon, ben, y en a qui étaient plutôt bien réussis, d'autres qui étaient un petit peu plus ghetto. Mais moi, idéalement, j'aurais préféré avoir les fonds pour payer un vrai monteur vidéo qui fasse ça. Et puis que lui aussi, ça lui permette d'avoir une plateforme de promotion pour lui-même. En fait. Après, le dernier mot que je vais dire, c'est que je suis quand même impressionnée parce que je me rappelle que nous, quand on avait commencé cet événement, je pense qu'on était une des premières à avoir fait ça, de la nouvelle génération, sans vraiment avoir un background en fait dans l'événementiel ou une reconnaissance au niveau de la danse, parce qu'on était littéralement personne. Et je pense que ça a amené par exemple d'autres personnes à le faire, typiquement les Monkey Beats. Après, je ne sais pas pour les autres, mais je pense que c'est important de vraiment accueillir les jeunes et comprendre que oui, il y a des différences de génération, des différences de mindset, d'état d'esprit et tout ça, mais malgré qu'on soit différents, accueillir les jeunes et accepter en fait leurs différences et pas dire « Ah, ils ne sont pas hip-hop parce qu'ils n'ont pas fait les choses dans l'ordre ou parce que leur façon de voir le hip-hop est juste différente. » Donc voilà. Merci.
Oui, mais on peut mélanger. Ouais, tournons. Ouais. Vas-y, madame. Je fais vraiment non, vas-y. rapide parce on a du temps, on a un peu de marge. C'est cool. Merci pour cette conférence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de points différents sur lesquels... Prends le micro, non, il est là. Prends-le. C'est là. Oui, prends-le, comme ça on t'entend. Il y a une live. Comme ça on t'entend. Ok. C'est cool. Moi, j'ai envie de revenir sur la culture hip-hop et ce qui anime les gens dans la culture hip-hop. L'important, et les gens qu'on voit régulièrement ou qu'on sollicite pour des événements, c'est les gens qui prennent plaisir à faire ça, à faire ce qu'ils font. Mais, comme tu disais, et ça c'est hyper important, et je pense vraiment qu'il faut le garder, c'est qu'il y en a qui aiment la culture hip-hop et qui ont des compétences différentes. Il y en a qui prennent plaisir à danser, et c'est ça qu'ils font. Et que s'ils changent, ils font plus. S'ils sont plus dans la danse et qu'ils font du hip-hop, qui font des événements et qui sont que dans, du coup, comme toi, tu te retrouves à faire plein de choses organisationnelles, et tu n'as plus le temps de faire du hip-hop, tu vas perdre le plaisir et tu vas arrêter ou changer. Il y a des gens qui aiment le hip-hop pour venir voir les danseurs. Comme tu disais, Joe, tout à l'heure, quand tu viens voir les danseurs et les gens qui prennent plaisir, l'ambiance que ça génère, tu as envie d'appartenir à ça. Et tu as envie, du coup, que ça continue. Et les gens qui ont envie que ça continue ont envie de s'engager aussi à faire en sorte que ça continue. Il y a des gens qui sont professionnels, ou dans leur métier, ils font de l'organisation d'événements. En maison de quartier, il y en a, on fait ça régulièrement. Et je parlerai de l'aspect financier après. Yes. Mais il y a des gens qui ont ces compétences et qui ont envie que le mouvement hip-hop continue et qui peuvent mettre leurs compétences au service d'événements comme ça. Et donc, tu en as un qui a ces compétences-là et pour lui, ce qui lui fait plaisir, ce qui l'anime, c'est de venir dans les événements. Donc, pour faire ça, il va donner sa compétence de faire ses dossiers de subvention, des dossiers qu'il doit en faire au travail 5 par jour. Donc, autant te dire que les contacts, les procédures d'écriture, pour lui, c'est pas au même niveau que pour quelqu'un qui ne le fait jamais, parce que quand tu connais pas ce truc-là, eh ben c'est assez compliqué au lieu de faire 15 minutes pour écrire ta demande, bah, tu mets 2 mois pour écrire ta demande, et c'est des choses qui sont... montage, c'est au lieu de 3 jours, c'est 2 semaines. Et du coup, fédérer les compétences, comme tu disais, fédérer les gens sur... et utiliser les compétences de chacun pour permettre ce qui anime chacun, donc le plaisir de la danse, le plaisir culturel, le plaisir artistique que ça amène aussi, et ben, on peut aboutir à faire en sorte que tout le monde reste dans le mouvement. Ouais. Sinon tu perds, je pense que tu peux perdre le mouvement, ou en tout cas avoir des rancunes face aux gens dans le mouvement, que tu t'engages, que tu t'engages pas. Et l'aspect de tolérance vis-à-vis de ce que chacun peut amener, elle est essentielle. Ouais, ce que tu viens de dire, c'est très juste. Le truc, c'est que malheureusement, il y a des gens qui sont rentrés un peu dans des schémas de comparaison. Moi, à titre personnel, je sais que nous, on était dans une dimension de complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des événements une fois dans l'année, gros trucs, grosse scène, grosse salle, gros spectacle, grosse représentation scénique. Puis il y a les autres qui veulent mettre en avant leur équipe, leur team, avec des types de battles bien précis. Il y en a qui veulent aussi faire en sorte que ce soit les danseurs de leur ville qui soient mis en avant. Je sais que notre démarche vient aussi du fait que dans nos premières années de danse, beaucoup d'événements étaient organisés par des gens qui avaient tendance à ramener les danseurs de l'étranger. Alors que nous, on était dans nos balbutiements en tant que nouvelle génération de danseurs. Et souvent, on était mis au banc. On n'avait pas assez de plateformes qui permettent de juger du réel niveau des danseurs locaux. D'où notre initiative de mettre en avant les danseurs locaux. Aujourd'hui, c'est les danseurs de Genève qui mettent la pâtée aux danseurs d'avant, qui lui avenant une mission, les petits Suisses, on va les... Ouais, ça c'est un des aspects. C'est un des aspects, et dans la danse hip-hop, c'est quelque chose de très fort. Mais dans tout, on fait un battle, donc il y a un gagnant, il y a un perdant, donc il y a des teams, et ça fait partie de la culture, et ça fait partie de la culture hip-hop, et c'est cette diversité-là
qu'il faut considérer et qu'il faut reconnaître. Clairement. Parce que tant que tu n'as pas reconnu cette différence, c'est compliqué de fédérer. Ça, c'était une première chose. Et la deuxième chose, c'était sur les financements. Pérenniser un financement aujourd'hui à Genève, c'est compliqué. Les maisons de quartier, on a tendance souvent à penser que les maisons de quartier, d'automatisme, elle a l'argent. C'est une association avant tout, c'est des bénévoles qui travaillent. Effectivement, il y a des gens qui sont engagés, ils sont reconnus, mais ils dépendent chaque année d'un budget de l'État qui est financé. On n'a aucune garantie avant le 3e mois de l'année d'avoir les financements et de pouvoir continuer à vivre. Et ça, c'est important de le savoir. La première. La deuxième, c'est que malgré un financement pour l'organisationnel d'un fonctionnement d'une association, d'une structure, il y a après les événements à l'intérieur et les choses qu'on a envie de faire avec, parce que le budget c'est une chose, après le budget on doit répondre à plein de choses, donc on ne peut pas donner, et si avec un budget tu pouvais payer tout le monde à hauteur de ce que tu penses être légitime au minimum, ce serait magnifique, mais en même temps, il y a plusieurs... il y a la réalité du terrain. Exactement, il y a une réalité de terrain et il y a un partage de ces financements. Et puis, du coup, on est aussi obligé, nous, de faire des demandes de financement, en dehors d'un financement spécifique. Donc, à chaque fois qu'on fait un gros événement à l'extérieur ou des choses qui sont hors cadre, fixe, des demandes et puis aussi des engagements... qu'on a vis-à-vis de l'association, on fait aussi des demandes extérieures et des fonds privés. Et encore une fois, ces fonds privés, ce n'est pas des choses qui sont pérennes, c'est des choses qui sont à réitérer, à redemander avec pas de garantie derrière forcément que ça existe. Pour rebondir sur ce que tu dis, Manal, il y a une chose à laquelle j'avais pensé aussi, c'est que souvent, je pense que pour certains potentiels investisseurs ou partenaires financiers, c'est la notion de chiffre. Il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à des gens qui ont la notion du chiffre. Donc à partir du moment où on demande 15 000 francs pour un événement, mieux vaut en demander 25 000 pour 2 ou 3 événements. Je pense que c'est aussi une bonne alternative, c'est-à-dire qu'on demande une enveloppe plus grosse. Ça marche pas? Non. Non, ça marche pas parce que comme tu disais tout à l'heure, si on a de l'argent, on le garde et puis après on fait d'autres choses. En fait, à chaque fin de projet, quand tu fais une demande de financement, il y a le bilan à faire. Tu as une date de stop pour avoir cet argent. Et à cette date, tu dois rendre le bilan du projet, le bilan du financement. Si tu as des fonds qui te restent de ce bilan, effectivement, comme tu disais, tu peux demander de le garder avec un projet que tu retransmets, mais tu n'as aucune garantie d'avoir cet argent. Et selon les lois, tu dois rembourser cet argent si le prochain projet ne convient pas. Et puis dépend à qui tu fais la demande, c'est pas un truc fixe, une demande de subvention. Alors quand je disais ça, c'est quoi? Certaines te permettent de dire quand tu peux justifier que sur les 15 000 francs, tu n'en as dépensé que 10 000, les 5 000 francs, tu dis en fait nous on fait une demande pour pouvoir les utiliser parce qu'en vue d'organiser ça. Et ça c'est une demande supplémentaire. Et puis c'est pas le cas de toutes les fondations, certaines te demandent de rendre. Clairement, en termes de financement, c'est typique du financement de la maison de quartier. Et en dehors des demandes qu'elle fait en plus. La maison de quartier reçoit un budget annuel, donc on ne sait pas si on le recevra l'année d'après, mais sur ce budget-là, si tout n'est pas dépensé, jusqu'à une certaine somme, tu as le droit de le garder. Et je ne sais plus combien, un pourcentage. Maintenant, il y a tout un cadre financier qui permet de si on garder. dépasse ce pourcentage, on te pique ce qui dépasse. Le pourcentage, il est équivalent aux 3 mois qu'on n'a pas l'année d'après pour fonctionner. Donc c'est une réserve qui nous permet de fonctionner sans le financement de l'année suivante. Et puis après, tu peux aussi, comme des malades, au niveau associatif sur un engagement ponctuel, au moment où il te reste de l'argent, dire voilà ce qui me reste, je suis prêt à vous le rendre, néanmoins j'ai un projet,
dans lequel je pourrais réinvestir cet argent-là à ce moment-là. Donc en gros, sur l'argent qu'ils nous ont donné, on doit encore justifier du reste pour dire ouais, mais avec ce reste, on va encore faire ça et ça. Tu peux pas dire peut-être qu'on va faire. Proposition où tu dois avoir de l'argent. Moi, je pensais que le format de dire bon, on fait une demande de subvention, mais pour 2 événements d'une année à une autre. Non, ça marche pas. Bah voilà, bah merci, vous me confirmez. C'était une hypothèse. Ouais, tu vois. Ouais, parce que du coup, moi, j'ai cogité sur plusieurs formats à développer, tu vois. Viens, Blaise, viens seulement. Viens à ma place. Non, je m'en comprends. Viens en dessous, reste. Viens, Blaise, installe-toi. Viens là, là. Je vais avec toi pour avoir la parole. C'est le jeu des chaises tournantes. Welcome, Blaise. Installe-toi. Carrément, il y a Ah, tout le monde nous regarde, mais presque. Alors, bonsoir. Moi, je m'appelle Blaise. J'ai pas l'habitude de prendre le micro comme ça. Donc, c'est ma 2e expérience. Certains le savent. Je vais essayer de trouver les mots pour pouvoir expliquer ce que j'ai envie de dire. Donc, je voulais parler un peu de rebondir un peu sur ce que tu avais dit, Fred, et puis ce qui s'est dit aussi autour de la table, entre le business et puis la passion et puis le hip-hop. Donc, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, on a créé From the Groove avec Samuel et Pascal, et puis maintenant Alice qui nous a rejoint. En fait, comment ça s'est fait? C'est parti d'une passion, enfin de vouloir faire connaître le hip-hop à plus de personnes. Et notre premier événement, c'était un stage avec le danseur Jidawi de pop. Et comment ça s'est fait? C'est un jour, j'ai vu qu'il donnait un stage à Lyon, un stage de développement personnel. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais bien pouvoir participer à cet événement. Parce que je me suis dit, ici, à Genève, en Suisse, souvent les danseurs, ils ont beaucoup de talent, il y a beaucoup de talent ici, mais j'ai l'impression que c'est tout ce qui se passe au niveau de la tête, on a des blocages, enfin, on a de la peine à pouvoir exprimer notre art, notre danse. Et je me suis dit, bon, j'ai envie d'aller participer à ce stage, mais bon, je pouvais pas, je travaillais, donc j'ai pas pu. Alors j'ai contacté Jidawi et je lui ai demandé est-ce qu'il allait refaire un stage dans les alentours et tout. Et du coup, dans la discussion, on a discuté, puis j'ai dit pourquoi pas l'organiser ici à Genève. Et ça s'est fait comme ça. Donc avec nos petits sous, je lui ai pris un billet d'avion, il est venu, et il prenait 600 balles le workshop, donc voilà, c'était cher. Conséquent. Mais il y avait la qualité derrière aussi. Voilà, et puis c'était un stage de 3 heures quand même, c'était pas 1 heure de stage. Enfin, j'ai pris cet exemple juste pour expliquer un peu cette passion que j'ai avec cette danse-là. Je me dis comment demain on va faire pour faire partager cette passion qu'on a eue, ce feu qu'on a connu quand on a commencé à danser. Et je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, même si on est passionné, on se doit de s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous, avec l'évolution des réseaux sociaux, la nouvelle génération. Donc au jour d'aujourd'hui, avec l'association, on se pose pas mal de questions. J'essaye un peu de m'intéresser à tout ce qui est un peu marketing, tout ce qui se passe autour des réseaux sociaux, parce que si on veut faire connaître et si on veut faire que cette culture elle continue à évoluer et à faire connaître toutes ces parties de cette culture, pas que les parties battle, parce que ce que les gens voient aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou autour de nous à Genève et partout, c'est les battles qui sont mis au premier lieu. Et puis du coup voilà, donc quand on est passionné, on se doit enfin
j'ai l'impression qu'il faut quand même s'intéresser à ce qui se passe autour. Et du coup, voilà, c'est pour ça que, par exemple, moi, je me suis dit, je vais commencer à m'intéresser au marketing, aux réseaux sociaux, à ce qui se passe à côté, parce que il faut pouvoir, si on veut faire développer, il faut voir en fait ce que les gens en fait ont besoin, comment en fait on peut leur emmener ce que nous on a connu, mais dans leur monde, enfin comment au jour d'aujourd'hui ça fonctionne, et on est obligé de prendre en compte l'évolution d'aujourd'hui. Du coup, je ne sais pas si j'étais clair. Moi j'ai une question. Merci Blaise. J'ai vu des événements sur Facebook, pas les événements, mais pour les... Ouais. J'avais une question de Blaise, c'est par rapport... Il y a ce truc que vous organisez une fois par semaine qui est ouvert à tous pour aller danser. Là, j'ai clarifié. Ouais. Alors du coup, ça c'est l'association Move Your Town, qui est une association qui fait partie de l'Undertown et qui est coordonnée par Pascal, qui fait partie de From the Groove, mais c'est deux entités différentes. Move Your Town et From the Groove, c'est différent, mais Pascal fait partie de From the Groove, et aussi il travaille en tant qu'intervenant à l'Undertown, et il fait partie de Move Your Town. Donc c'est deux entités différentes. Et pourquoi vous avez choisi d'en faire deux? Alors, tu peux venir, voilà, viens m'aider s'il te plaît. Parce que je déteste parler avec le micro. Voilà. Venez m'aider là, j'ai besoin de... Ça va aller, Blaise, tranquille. Installez-vous les gars. Voilà. Comme ça, Pascal pourra mieux expliquer expliciter. Alors, il est comme moi. Courage. C'est lui qui est dans mon mur tag, il prend mes Alors, on va expliquer la distinction entre Murtown et From the Groove. Donc, moi, si vous voulez, l'Undertown en fait m'a contacté en fait pour. En fait, si vous voulez, j'ai postulé directement en fait à la phase. Et le profil en fait que j'avais par rapport en fait à la phase, c'est qu'en fait je dansais. Et tout s'est fait en fait de manière naturelle. Donc j'ai été contacté en fait par Max du coup. Et tout s'est fait de manière naturelle. Il m'a demandé en fait que du coup, vis-à-vis du fait que je sois danseur, qu'il y a un projet de danse qui était en fait créé par des jeunes mérinoises. Donc ils avaient besoin d'un moniteur. Et les choses se sont faites en fait comme ça. C'est pour ça que j'ai fait le CFOC d'ailleurs. Voilà, donc je fais pareil, je vais faire mon module 2 et il y a un module 3 qui existe aussi du coup pour l'approfondissement en fait, de vos propres compétences par rapport en fait, à ce que vous faites, vis-à-vis du fait que moi en fait je suis moniteur là-bas, mais j'ai pas vraiment une tâche de moniteur en fait, je m'occupe vraiment en fait d'organiser une session pour que les gens puissent venir danser, donc c'est du hip-hop, c'est de la house, c'est du pop, c'est du break, ça dépend en fait des personnes en fait, que j'ai en face de moi, donc on va dire que je suis confronté en fait à ce que j'ai. Donc c'est pas un truc en fait qui est fixe, c'est avec les gens en fait qui sont en face de moi. Et pour faire en fait la distinction entre Move Your Town et From the Groove, c'est une association justement avec laquelle j'ai rejoint avec Samuel, Blaise et Alissa. Et là en fait effectivement on va dire qu'on est quand même, il y a beaucoup d'entités différentes à Genève, mais on fait un petit peu tous la même chose en vrai. Et là il y a effectivement pour From the Groove c'est du hip hop, c'est de la house. Et on a aussi fait la distinction de ne pas faire du break, puisqu'en fait on n'est pas spécialisé dans ça, et il y a des personnes ici qui sont beaucoup plus qualifiées pour ça, justement, pour occuper ces places-là. Donc nous, on fait ce qu'on sait faire, et on fait du mieux qu'on peut. Donc voilà, pour clarifier par rapport à Move Your Town et From the Groove. Merci Pascal. Par rapport à Move Your Town, ce qui se passe, c'est qu'à l'issue des premiers événements de danse Positive Soul, le Street Dance Consortium par exemple, qu'on avait initié, c'était les membres du comité de l'Undertown qui avaient statué sur le fait de réinstaurer des événements de danse à l'Undertown. Parce qu'il y a une personne qui donnait des cours à l'époque, et cette personne-là donnait ses cours pour elle, avec une de mes ex-copines. Elle les donnait ensemble, les cours, mais c'était vraiment pour les filles. Après l'avènement de tous ces événements de danse, battle et tout ça, c'est l'Undertown qui a décidé de développer la danse à une autre échelle, avec des cours. Donc j'ai été sollicité.
pour donner des cours, mais à l'époque, je n'avais pas du tout le statut de moniteur. Donc, c'est l'Undertown qui a financé mes cours de CFOC pour que je puisse ouvrir des cours à l'Under. À partir des cours que j'ai commencé à donner, moi, pour des questions de temps et je dirais d'envies diverses de la part des gens qui fréquentaient l'Undertown, ben, elles ont repris le flambeau. Je pense notamment à Sarah et Albina, et ça s'est développé avec Move Your Town. Donc c'est cool parce qu'il y a une continuité finalement. Et je pense que c'est ça qu'il faut souligner. Peu importe si le projet dans son départ, ben, c'était pas ce qui était prévu initialement, c'est pas grave. Au moins il y a de la danse maintenant à l'Undertown, chose qui n'était pas possible il y a encore quelques années en arrière. Et ça pour des raisons politiques. Il y a des gens à l'Undertown qui considéraient que la danse n'avait rien à y faire parce qu'ils considéraient que ça ne marcherait pas. Et ça, c'est véridique. Donc c'est le travail de nous tous qui a payé finalement. Je vais rebondir sur un truc, Tony, excuse-moi de te couper. Après, moi je suis arrivé à Genève en 2013. Il faut savoir que dès que j'ai vu en fait, le Street Dance Consortium, pour moi en fait, j'ai directement qualifié ça en fait, pour moi en fait, c'est l'arène où c'est le lieu de rassemblement des danseurs. Et je suppose que je ne suis pas la seule personne en fait à penser ça ici. Dans le sens où, en vrai, à part Balexer, il y a eu quel autre endroit en fait qui a pu fédérer comme ça en fait les danseurs. Donc c'est aussi un point aussi que je tenais à souligner. Nice, merci beaucoup. Bah, je t'avoue que tout s'est fait un peu naturellement. Hein. Nous, on cherchait un lieu. Tu vois, on est passé des grandes salles de gym qui peuvent accueillir 1200 personnes à quelque chose une salle qui peut en accueillir que 300. Mais j'ai envie de te dire que là où il y avait les 300 personnes, il y avait 300 acharnés et acharnés pour le féminin. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Hein. Tu sais, voilà, on est des jeunes vieux, en vrai. On a commencé très tôt, donc on a une certaine expertise, mais on vous voit évoluer, on vous voit avancer. Et nous, on ne peut que kiffer. On se dit, ben voilà, notre contribution, elle a payé parce que des gens reprennent le truc derrière, ils augmentent leur niveau de danseur, ils prennent les rênes, ils commencent à sentir que, en fait, il n'y a personne pour nous représenter, il n'y a que nous. Donc c'est à nous de faire le job, tu vois. Et je pense que c'était ça que nous, on essayait de faire toutes ces années. Après, voilà, on n'a pas été parfait sur tous les points. Hein. Il y a certains événements qu'on a fait, c'était un peu bancal par rapport aux juges, par rapport au vote du public, ou c'était un peu bancal par rapport aux horaires, etc. Ou un tarif qui change d'une fois à l'autre, tu vois. Mais par exemple, à l'Under, je sais que certains tarifs ont changé. On est passé peut-être de 5 à 10 ou 15 francs, parce que des fois, il y avait aussi ce système de coproduction, où à un moment donné, nous, on décide de tout prendre en charge. Puis le Under, au final, ils nous mettent la salle à disposition et puis ils prennent un petit pourcentage. Ou c'est eux qui mettent l'enveloppe, ben, ils nous payent. Les cachets, les défraiements sont déjà prédéfinis. Moi, je reçois l'enveloppe et je partage entre tout le monde. Et cette formule-là nous a permis d'aller beaucoup plus loin par rapport à la multiplication des événements. Mais après, c'est devenu un plafond aussi pour nous. Parce que moi, je t'avoue, mes collègues, mes gars, je ne peux pas leur demander de venir pour 100, 150 balles, 200 balles. Alors pour moi, ce sont les piliers de l'événement. C'est-à-dire que Ludo, il est là pour mettre la musique. Cédric, photographe, caméraman avec Mehdi, ils sont là pour l'après-événement. C'est eux qui vont relater de ce qui s'est passé à tel endroit, alors que certains n'y étaient pas. Tu vois? Et je pense que maintenant, justement, avec l'avènement des réseaux sociaux, leur place est tout aussi importante que celle du DJ. Parce que ces quelques photos, ces quelques vidéos, je pense que c'est ça aussi de travail, de temps économisé pour lancer ta prochaine com pour le prochain event. Je pense que des photos de qualité, des vidéos de qualité, c'est ce qui donne une valeur ajoutée à ton event. Et qui fait qu'en termes de com, ben, tu peux aller séduire même quelqu'un qui n'est pas du tout de ton milieu. Mais parce que ton dossier est bien présenté, parce que tu as mis en avant ta culture et ton mouvement et ton événement sous les meilleurs auspices, que là, il y en a, ils sont peut-être prêts à débourser de l'argent. Tu sais, il y a des gens, ils sont très... comment dire, ils sont très maniérés comme ça. Tu sais, peut-être ils vont voir une photo d'une jeune fille ou d'un gars, un jeune qui fait un super freeze. Waouh, c'est magnifique ce que vous faites, vous avez besoin de combien? Tu vois. Il y en a des gens comme ça, il faut aller les trouver, mais à nous de bien nous représenter aussi. Tu vois. Donc bravo à vous les gars, et prochaine jam, vous nous tenez au courant. D'ailleurs. Blaise.
La fréquence, c'est non, opération. En parlant de la prochaine, on a fait face aussi à des soucis au niveau de salles. Donc c'était intéressant d'entendre que c'est une problématique qui est récurrente. Tout à fait. Parce que c'est notre projet, on avait monté le projet, on était prêt, et du coup on s'est dit ok, on sera là dans cette salle, on a tout préparé, et pas de salle. Du coup voilà. Il a coupé sous les pieds. Donc c'est voilà. Pour répondre à ça, la vérité c'est que ça va faire bientôt 4 ans que Eldro et moi, mon partenaire de Breaking Flavor pour les cours de danse, Positif Soul est plus dans la partie organisation. Mais pour ce qui est des cours Breaking Flavor avec Eldro, nous ça fait 4 ans qu'on a visité une vingtaine de locaux avec des loyers allant de 1800 à 12 000 francs suisses. Par mois, hein. Ouais. Avec des salles de circonférence de 60 à 450 mètres carrés. Et c'est pour vous dire à quel point, plus d'une fois on a fait abandonner, on s'est dit mais comment on va faire? C'est-à-dire que nous, notre souhait ultime est de pouvoir créer vraiment un centre culturel dédié au mouvement dans lequel on crée un système de passe propre au non-stop gym. En fait, on a sa carte d'abonnement et on a accès aux salles en fonction des horaires. Soit on va s'entraîner, soit on va répéter son show, ou soit on profite des espaces à disposition pour organiser sa jam, et de façon à ce que ça crée vraiment un cercle vertueux entre les gens du mouvement, parce que c'est la plateforme, c'est le point de chute, à l'instar de Balexia, c'est le deuxième point de chute dans lequel les danseurs peuvent se retrouver, discuter, échanger jusqu'à pas d'heure, parce que je pense qu'il y a aussi ça, ce problème, c'est de toujours être pris par le temps. Balexia, ça ferme à minuit et demi. Au Grutli, il se passe plein de choses. Moi, je ne m'y entraîne pas, mais je sais que c'est très polémique au Grutli en ce moment. Et nous, on voulait vraiment faire un lieu où on accueille les workshops, les battles, les jams, les soirées, tout en même temps. Soit avec un système de financement généralisé où tout le monde paie un abonnement à l'année de 200-300 francs, avec des packages, où si voilà, tu prends l'abonnement premium, tu es organisateur d'événements, tu as 10, 15, 20% de réduction sur la location de la salle, un lieu tout aménagé qui comprend déjà tout le matériel dont les gens ont besoin pour faire leur événement sans qu'ils aient besoin d'aller chercher des entités extérieures pour avoir de la sono ou autre, et vraiment faire en sorte que ce soit vraiment un point de chute, un lieu avec aussi un centre de documentation où les gens peuvent aller voir les bouquins, les œuvres qui ont été faites, une salle qui permet aux gens, on a besoin de faire un montage vidéo pour notre prochain événement, il y a une salle prévue avec des ordinateurs, on doit faire une séance photo, il y a une salle, même si c'est 5, 6 mètres carrés, 8 mètres carrés, 10 mètres carrés, avec le fond blanc, les gens peuvent faire leurs photos directement, c'est-à-dire vraiment créer une interactivité entre chaque espace au sein du même lieu. Et je vous avoue que là, on est peut-être arrivé à terme pour trouver un truc cool. On va d'abord commencer à donner nos cours. On n'a malheureusement pas trouvé le lieu qui nous permette de vraiment tout combiner. On a eu l'occasion de rencontrer une des représentantes du département des affaires, département de la culture et du sport, qui nous a clairement fait comprendre qu'en termes d'espace à Genève, c'est galère. C'est une vraie misère, donc c'est une vraie réalité de terrain. Elle nous a aussi fait part du fait que des établissements comme la Gravière, le Motel Campo, en fait, sont des établissements qui sont en transition. C'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui sont sur le point d'être détruits ou dont le propriétaire ne sait pas encore quoi faire. Donc ce sont des lieux qui, en fait, sont sur des sièges éjectables. Et en fait, si vous voulez, elle nous a expliqué que vous avez encore la possibilité de, éventuellement, faire des recherches sur ces bâtiments qui sont en passe d'être détruits ou remis à jour, et que vous pouvez faire une exploitation temporaire de 2, 3, 4 ans. Le problème, c'est quoi? C'est que déjà, il faut déposer un dossier.
Après, il faut pas qu'ils passent en commission, et puis j'imagine bien qu'il y en a d'autres qui ont déjà fait des demandes avant nous, et que c'est minimum 1 an de délai, de démarche et de décision et blablabla. Et en plus, souvent, ces lieux sont remis en l'état. Donc, c'est-à-dire qu'il faut encore prévoir un budget de remise en état d'exploitation de lieu. Donc, nous, on a fait nos calculs, on s'est dit, arrivé à ce stade-là, si déjà on doit attendre 1 an, en plus, on doit prévoir un budget, ne serait-ce que pour remettre le lieu, entre guillemets, à neuf, ben là, les abonnements, ils vont être à 1000 balles, et puis on n'est pas le Homes Place. Nous, on veut que les parents, ils n'aient pas besoin de suer en se disant « Ah, je vais mettre 800 francs pour mon fils pour aller à son cours de break. » Non, pour nous, c'est pas cohérent. Donc là, on est en passe de peut-être trouver quelque chose, mais c'est pas sûr. Mais c'est pour vous dire que ça fait 4 ans qu'on bosse déjà sur un projet de lieu dédié au mouvement, à la culture, principalement, mais pas que. C'est-à-dire que si maintenant on peut prévoir des créneaux pour les autres structures, mais parce qu'ils adhèrent aussi à notre univers. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir la porte à des gens qui passent leur temps à nous cracher dessus. Je ne trouve pas ça logique. Pensons un petit peu à nous d'abord, parce qu'on sait qu'on a été tributaire de beaucoup d'aléas, beaucoup de contingents, beaucoup de problématiques autour des lieux, machin, l'argent, tout ça. Donc je pense que déjà avoir un lieu qui nous est dédié permettra aux gens de déjà souffler par rapport, à savoir là où ils vont aller, combien ils vont payer pour la salle, parce que les prix sont à peu près fixes. Et que voilà, ben, tu vas payer 2000 francs pour 12 heures de location, mais dedans il y a la lumière, il y a la sono, il y a tout ce qu'il faut pour que tu n'aies pas besoin de chercher midi à 14 heures. Donc voilà une des solutions qu'on a. Ouais, je voulais justement intervenir, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont, on va dire, un peu voyagés, même jusqu'en Suisse, je vais dire. Je vais citer, juste parce que j'ai vécu ça, à Thun, donc chez nos collègues suisses-allemands. Il y a un spot qui s'appelle le The Yard. Yes. C'est un bâtiment, en fait. Et, alors, je sais pas le deal, comment ils ont eu ça, comment ils ont ça. Mais en gros, en fait, c'est un immeuble et en fait, un étage, 2 étages, et il y a une salle, effectivement, où ils donnent des workshops, ils donnent leurs cours. Une salle, elle n'est pas énorme, mais une salle où ils ont du matériel DJ, ils ont fait une soirée, un mini-batteur. Et en fait, tout était quasiment sur place. Avec, voilà, ils avaient dit installer. On peut dire que c'est presque une quartier, mais 2.0 avec différentes salles. Voilà, plus dédié à la danse. Voilà, il y a des petits canapés pour se poser. Voilà, frigo, machin. Voilà, et ça marche bien. Quoi. On a eu un semblant de salle hier, il y a quelques années. Le greffier. Dans les salles du bar, je ne sais pas si tu as été venu. Alors ça vient du quartier, hein, c'était dans des affectations. Il y avait beaucoup de créations où ça bougeait. Après, comme j'ai dit, je ne sais pas leur but, je ne sais pas combien ils taillent, je ne sais pas si c'est le. Ouais, je m'en renseignerai et voilà, si ça intéresse quelqu'un de la autre, faites-moi savoir, moi je vais essayer de me renseigner auprès de ceux qui sont là-bas. Je peux pas ajouter intervention là-dessus. Alors par rapport en fait à The Yard, c'est pas ça tourne, c'est Roxy du coup, c'est Easy Mike qui sont là-bas. Il y a aussi sur Zurich, il y a le Dynamo. Ouais, ce que je vais citer. Dynamo, c'est une maison de quartier aussi. Dynamo, c'est un espace. C'est comme le centre de prix à on va dire oculaire. L'usine à Genève. Ouais, je dirais que dans sa gestion, c'est différent, mais dans sa dynamique, c'est un peu pareil. Ouais. Dans sa gestion, c'est différent du fait que ben là, tu me confirmes que c'est une maison de quartier concrètement et que c'est financé par l'État de Zurich. Après, l'usine était quand même gérée par le noyau dur du milieu alternatif. Ouais, c'est géré par l'administration, Dynamo, c'est ça que ouais, je sais que l'État de Zurich est impliqué dedans. Ouais, je sais qu'il y a l'État de Zurich qui est vachement. Autant dans le financement que dans la gestion, si je ne m'abuse. Donc là-bas, il y a Dynamo, il y a Roté Fabrique, mais ça, c'est les parties, il y a les soirées. Ouais, les salles plus spectacles. Donc on peut s'entraîner là-bas, c'est gratuit. Ouais, Dynamo. Du
côté Dynamo, sinon j'allais voir des salles, des groupes pour certains danseurs. Comme on va dire à Bâle, ils ont The Movement, c'est une nouvelle association qui a été créée par Tough Kid, il y a à peu près 2 ans. Tough Kid, qui est un des b-boys, qui faisait partie des teams qui a remporté le Battle of the Year à l'époque. Donc, grosse tête de la danse. Que Jamma, plutôt. Ouais. Bref, eux sur Bâle, ils ont, on va dire, The Movement, c'est un spot de plus de 300 mètres carrés, avec plusieurs salles de danse, on peut faire du parcours, de l'art martiaux, de la danse, et c'est aussi un centre documentation, on va dire. Ils organisent aussi des événements sur Bâle. Là, le prochain événement est, je crois, sur le 29 février, si je me rappelle bien. À Lausanne, il y a le centre de prix qui est assez ouvert, à la maison de quartier, qui est assez ouvert pour les personnes qui ont 25 ans. Moi qui viens du Lignon, maison de quartier d'ailleurs le Lignon, à partir de 16 ans, on virait de là-bas, parce que on n'était plus, on va dire, j'étais passé à l'âge de l'adolescence. Je dépassais ce côté de l'âge de l'adolescence. Et on nous a mis à la carambole. Au Lignon, la carambole, elle avait brûlé. Donc au Lignon, on n'avait rien. Le centre commercial du Lignon, les allées, encore, on avait quoi? On avait la Confédération Centre. Ouais, juste, merci. Qui était bien avant. Donc, on va dire à Genève, on est que des spots, on a squatté. Surtout Kugler, l'aéroport, merci Fred. Ah oui, l'aéroport. Avec Tony, Giseni. Ouh là là là, l'aéroport. Ouh là là, l'aéroport, magnifique. D'ailleurs, là, pareil aussi, on a vécu les frasques des services de sécurité, on se fait ramasser, vous n'avez pas le droit d'être là, dégagez, enfin. On était vraiment devenus des bannis. À chaque fois qu'on pouvait poser un poste quelque part, danser un peu, c'était tout de suite le fruit de « Vous faites quoi ici? Non, vous n'avez pas le droit. Sinon, faites que danser, s'il vous plaît. » Voilà. En fait, voilà, ce que je voulais en venir, c'était que dans les autres cantons, comme à Neuchâtel, il y a, on va dire, Groove, ils ont leur propre salle où ils laissent dans leur partie d'école un espace d'entraînement pour les élèves, qui rarement, on va dire, sur Genève, dans les écoles, rarement un espace d'entraînement pour les élèves. On va dire, Genève, les loyers sont chers, très chers. Comparé à d'autres. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, mais à mes frères, bien sûr, sans subvention grecque. J'étais en Corée du Sud. La Corée du Sud, certes, comme on l'a expliqué avant Tony, la Corée du Sud aide les danseurs. Tous les groupes de danse là-bas, des breakers, que ce soit des breakers en passant par les poppers, danseurs debout ou autres, ont leur salle de danse. Tous. J'ai autant échangé avec des danseurs debout que des b-boys. Et pour aller plus loin, par l'État de la Corée. Et pour aller plus loin, par Nike, d'autres par Adidas, d'autres c'est par telle marque, que ce soit Skechers, ce que tu veux. Et pour compléter ce qu'il vient de dire, ils ont, même certains crews, ils ont des managers. C'est-à-dire qu'ils payent des personnes chargées de leur trouver des spectacles, des shows, des scènes, etc. On va dire la Corée, c'est un monde à part. C'est précurseur. J'ai eu la chance aussi d'aller au Canada. Au Canada, je ne sais plus si c'est quoi la place. Genre tu rentres dedans, c'est un espace où tu payes, on va dire, $2 et tu peux t'entraîner comme tu veux. Échanger avec les danseurs. Si tu veux prendre des cours, tu peux prendre des cours. Si tu veux aller là-bas t'entraîner, tu peux aller t'entraîner. Si tu veux faire ton anniversaire, organiser un petit événement, tu peux organiser ton événement. Simple. Tu as des douches, toilettes, tout ce que tu veux. En France, il y a aussi... 104 qui est arrivé, là, je crois. Sur Paris, on a le 104. 104, je ne suis pas allé encore, mais... C'est quoi? C'est un centre, en fait. Je crois qu'il y a du théâtre, il y a de tout. Ouais, centre commun, pour moi, ça représente le groupe libre. C'est vraiment un centre culturel où quand tu passes, c'est vraiment tout, comme quoi. ça, il y a de tout. Ouais. Et après... ils ont fait leur petite place là-bas. Nous, comme tu parlais en tant que squatter du breaker qui était là à l'époque, Banco Swing, je mentionne parce qu'ils sont là, pour moi, ça a été une grande influence. On va dire, eux, ils ont squatté les couloirs. Ils ont squatté les couloirs du groupe. On n'avait pas accès, ils n'avaient pas accès au salon.
Aujourd'hui, moi-même, je squatte les stages. D'accord? Parce qu'on a la chance que certains danseurs font partie de certaines compagnies et que, avec le soutien, on sait que c'est difficile avec le froid d'avoir des salles parce que. Merci encore l'État, la délégation qui nous ont ouvert le jeudi. Mardi à Montbéliard, mardi au Grenadier, le jeudi aussi. Jeudi à Montbéliard, ouais. Ainsi que il y avait aussi l'espace sécheron le mercredi pour les danseurs debout. Petit moment. Ouais. À l'Unimail, et puis maintenant il y a l'Undertime aussi du côté numéro 1. Donc ça commence à faire des trucs, mais on n'a que 2 heures. C'est ça. 2 heures par-ci. Ouais. Voilà. Et encore, les gens ils viennent pas parce qu'ils soit ils boycottent, soit parce qu'ils ne veulent pas venir, c'est tel un tel, ou c'est tel organisme, telle association. Moi, ce que je propose, un peu comme il a relevé Fred, exemple, l'événement que tu parlais, qui était Total Session. Total Session, qui est maintenant qui va être maintenant le Parallel Jam. Eux, à l'époque, il y a quoi? C'était il y a 20 ans en arrière, c'était un groupe, une collaboration de vingtaine d'associations qu'ils ont créé en fait le festival. C'était pas qu'une identité, c'était plusieurs identités. Fédération Et il faut pas oublier aussi que je dirais que dans la région Haute-Savoie, comme ça, Rhône, c'était un des premiers gros événements parce que nous à l'époque, quand il fallait voir les grosses têtes de la danse, j'ai eu l'occasion d'accompagner Eldro, on allait à la Défense à Paris, on allait voir les battles 1000% organisés par Yuval, mais ça c'était complètement underground. Il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait pas de post internet, il n'y avait rien. Lui il donnait la date, c'était à l'époque des premiers blogs, des premiers skyblogs, tout ça, les premiers balbutiements d'internet avec le site internet style de ouf. Voilà, ça a commencé comme ça, et du coup, on allait à la Défense, je voyais Eldro danser avec Landry, à qui on passe le big up, et du coup, c'était des affrontements entre pays. Il y avait des mecs qui venaient depuis la Pologne, ils faisaient 9 heures de car pour venir affronter les Français. Et ainsi de suite, des Italiens, des Espagnols, des Anglais. Et à la Défense, 800, 600, 700, 800, presque 1000 personnes dans un battle complètement officieux. C'est du bouche à oreille pur et dur. Par contre, là, c'était la guerre. Hein. Là, il n'y avait pas... Là, l'animosité, elle était à son top. Hein. C'est-à-dire que là, il fallait sortir du lourd parce que les gens dans le public non plus, c'était pas forcément hyper tendre. C'est-à-dire que voilà, si tu crachais pas le morceau, tu pouvais vite te faire railler. Mais c'était aussi l'esprit un peu de la danse à la française des années 2000 où ils avaient faim. La France était en train de monter en puissance grâce à des crews comme Wanted aussi. Et le fait que beaucoup de danseurs, ils commençaient à mettre la pression aux Américains, ils commençaient à mettre la pression aux Allemands. Donc du coup, eux, ils sont montés en poupe, il y a eu ces événements-là. Mais nous, dans tout ça, on a beaucoup été à l'extérieur, sans forcément se soucier du niveau qu'on avait ici en Suisse, et de ce qu'on pouvait développer chez les danseurs en Suisse. Donc du coup,